Donc bonjour à toutes et à tous. Donc au nom de tout l'équipage Periscope, je vous remercie de vous être inscrit à notre programme Reboot et donc de participer ce matin à ce webinar qui s'intitule Google Ads, les étapes clés pour créer une campagne efficace avec un budget contenu. Donc je m'appelle Benjamin Masson et je suis Traffic Manager à l'agence Periscope. Donc je m'occupe de gérer toutes les campagnes publicitaires en ligne, que ce soit Google, mais également du Facebook, du Bing. Et là, aujourd'hui, on va se contenter de parler de Google et du SIA. Donc, pour commencer cette présentation, donc, on voulait tout d'abord parler de l'avenir. On voulait parler du fait que c'est un pur hasard. On perd donc son temps à le prédire. On a pu le voir avec ce qui s'est passé récemment. 2020 qui rend impossible de prédire les performances en search. 2020 et tout ce qui se passe. Et avec le Covid, donc le Covid-19, la crise sanitaire, on se demandait comment cela impactait les résultats Google Ads. Et donc pour en venir là-dessus, en fait, on a constaté qu'il y avait toujours autant de recherches au global et toujours autant de clics pendant la période de confinement, par exemple. Par contre, on s'est rendu compte aussi que les recherches, le comportement autour des recherches n'était pas souvent le même qu'avant la période de confinement ou le même que l'année dernière à la même période. Donc, ça se traduit par un comportement après-clic, une fois sur le site, qui n'était pas souvent tendance à la conversion, à la transformation. Donc, on avait toujours autant de clics sur Google Ads et en search, mais une transformation qui était en forte baisse. Donc, moins 21% de baisse en global durant le confinement, à peu près. Donc ça, c'est des données tendance globale, pas liées forcément à l'agence. Donc, on pense que beaucoup de personnes étaient hésitantes à passer commande en raison notamment des conditions de livraison ou du côté incertain de la crise sanitaire ou du côté incertain de la crise aussi économique. Donc, le taux de conversion était plus bas qu'habituellement. Donc c'est vrai au global, mais c'est faux quand on regarde au détail selon les secteurs, puisqu'on s'est rendu compte tout de même qu'il y avait des secteurs euh, où, la, où, où, comment dire, le Covid a impacté positivement les performances. C'est le cas notamment du secteur associatif, du secteur médical, des jeux vidéo, des équipements de sport pour la maison. Beaucoup ont passé commande, ont profité du confinement pour passer commande de ce genre de produits. Et donc là, la transformation et les clics ont fortement augmenté. Parfois de plus 5%, parfois de plus de 40% de taux de conversion en fonction des secteurs. Et il y a d'autres secteurs, par contre, comme le tourisme, la restauration, les salles de sport et même le BTP, où là, les volumes de clics, de transformation, ont beaucoup chuté. Donc cette tendance au global qui est assez constante en termes de clics, elle n'est pas vraie sur tous les secteurs. Et pareil, en termes de transfo, on disait qu'elle était à la baisse. Détail par secteur, on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai aussi. Donc il y a eu un impact important du Covid-19 sur l'activité, mais il est différent selon les secteurs. Et du coup, ça ne se traduit pas forcément par une baisse. Beaucoup de business ont décidé de réagir pendant le confinement, soit en suspendant les campagnes Google Ads, soit en réduisant les investissements. Après, on a pu voir que dans certains cas, c'était pas forcément adapté parce qu'il y avait quand même des opportunités, il y avait quand même des achats qui se passaient. Donc voilà, on voulait voir ensemble aujourd'hui comment il était possible de s'adapter pour réussir, donc maintenant qu'on est en période, on va dire, post-Covid-19, même si c'est pas encore terminé, mais en tout cas post-confinement. Donc voilà en introduction ce dont on voulait parler aujourd'hui. Je pense que l'important c'est de retenir, c'est comment on va réussir à continuer à performer malgré le contexte. Donc même si le contexte actuel, il y a des opportunités, ça évolue très rapidement. Et donc, je vous propose aujourd'hui de voir 5 points clés pour créer une campagne Google Ads efficace.
Tout d'abord, un petit rappel sur Google Ads. Je ne sais pas si tous vous êtes familiers avec le sujet, avec le SIA, le lien sponsorisé. Donc, lien sponsorisé ou le SIA, le Search Engine Advertising. On parle surtout de Google Ads parce que Google représente 90%, plus de 90% de part de marché. Donc, plus de 90% des requêtes sont tapées dans Google, en fait. Donc, un lien sponsorisé, qu'est-ce que c'est? C'est une annonce publicitaire qui se trouve dans les résultats de recherche des moteurs de recherche, donc tels que Google Ads, mais ça pourrait être aussi Bing. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement à Google, mais certains conseils peuvent aussi s'appliquer à Bing. Donc, voici comment se présente une annonce SIA, là, ce que je vous ai mis en exemple. Donc, il y avait des résultats dans les années 2000, ça a bien évolué maintenant en 2020, puisque les résultats sont plus longs et plus nombreux. Donc, il y a 4 annonces désormais dans un moteur de recherche, dans les résultats des moteurs de recherche, il y a 4 annonces sponsorisées au minimum, qui peuvent être visibles au maximum dans les résultats de recherche, en haut des résultats de recherche. Et donc, ça se positionne au-dessus des résultats naturels. Il peut y avoir aussi d'autres formats, on va dire, de liens sponsorisés, comme ce que vous voyez à droite avec des formats Google Shopping, par exemple. Un lien sponsorisé, donc comment Google décide de quel annonceur va être affiché en premier dans les liens sponsorisés ou en quatrième. Il choisit en fonction de la pertinence. De la pertinence et d'un système d'enchères, donc qui met en concurrence les différents annonceurs via des enchères. Et donc, il va juger aussi de la pertinence des annonces en fonction du mot-clé acheté par l'annonceur. Il va juger de la pertinence de l'annonce, mais il va juger de la pertinence du site aussi, de la landing page sur laquelle vous renvoyez l'utilisateur. Si Google, ça c'est les principaux critères, si Google juge que vous êtes pertinent parce que vous avez un bon taux de clic, beaucoup de personnes qui ont vu votre pub ont cliqué dessus, ou parce que une fois sur le site, il va voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, des ventes, ou alors du temps passé sur le site important, par rapport aux concurrents toujours, vous avez plus de chances d'être positionné en haute position, et donc ou alors de payer moins cher pour être positionné en deuxième, par exemple, sur un mot-clé. Et bien sûr, il y a le système, comme je disais, d'enchères, de mise en concurrence avec les enchères, où vous sélectionnez, vous achetez un mot-clé, une requête tapée par un internaute, et donc vous définissez une enchère maximale que vous êtes prêt à payer pour être présent sur un mot-clé. Donc, un compte Google est composé, historiquement, en fait, sur Google, on achète des mots-clés, donc qui correspondent plus ou moins à des requêtes qui sont tapées par les internautes. Un groupe de mots-clés, on va le rassembler au sein d'un groupe d'annonces, et ces groupes d'annonces, on va les rassembler au sein d'une campagne. Le but, c'est d'assurer une segmentation qui permette de rassembler des mots-clés, un groupe de mots-clés homogène, afin d'obtenir un bon score de qualité. Et ce qui va nous permettre d'avoir des coûts par clic moins élevés, et ce qui permet surtout de renvoyer l'utilisateur vers une page qui correspond bien à sa requête et donc à votre objectif. Objectif donc qui va être différent selon votre campagne, qui peut être de générer un lead, de générer une vente ou simplement de générer du trafic. De plus en plus sur Google Ads, on arrive à s'affranchir de la limite des mots-clés. Et on achète désormais également des audiences, que ça soit en fonction de centres d'intérêt, de données démographiques, ou encore des données de fréquentation de type du retargeting, recibler des personnes qui ont vu votre site internet, ou carrément cibler des bases de données. Si vous avez des bases de clients, des bases de prospects, on peut également les cibler. Donc, on s'affranchit de la limite mot-clé via toutes ces audiences. Donc, voici les possibilités qui sont offertes par la régie. Vous pouvez cibler en fonction du sexe, de données démographiques type sexe, âge, statut parental, statut amoureux, mais également en fonction de profession, de centre d'intérêt ou de la date d'anniversaire d'une tranche de revenus.
Et ça permet d'ajouter une couche d'audience à vos campagnes par mots-clés, ou alors carrément de faire d'autres typologies de campagnes. Google Ads, c'est pas simplement du lien sponsorisé et de l'achat de mots-clés, c'est aussi de l'achat d'audience et de l'achat d'espaces publicitaires type display, donc de bannières, dont du native ads, native advertising, enfin responsive advertising, pardon, qui sont des formats qui s'intègrent parfaitement normalement dans des sites et qui sont adaptés pour le mobile, et donc ça permet d'être jugé moins intrusif et d'avoir des meilleurs taux de clic que des bannières classiques. Et vous avez aussi des formats comme de la vidéo, du format Google Shopping, où c'est des formats produits, ou sinon des formats carrément publicité dans Gmail, donc on appelle du GSP. Donc voilà, petit rappel sur la régie Google, les possibilités et le fonctionnement. Et maintenant, j'en viens aux 5 points clés pour créer une campagne efficace. Donc, premier point, bien définir son objectif via les stratégies d'enchères intelligentes. Donc ça me semblait important d'en parler. Les stratégies, donc pas classiques, mais des stratégies intelligentes qui sont les stratégies smart, voilà, souvent des stratégies automatiques auxquelles on perd un petit peu, on a moins la main, mais dans le cas présent, quand on est dans une période assez où les performances peuvent varier énormément, et on ne sait pas à quoi s'attendre en termes de performance. On peut pas vraiment s'attendre à ce qu'elles soient comme N-1, et d'une semaine à l'autre, elles peuvent être très différentes. Donc, je me disais que c'était intéressant de s'intéresser à stratégie intelligente, car elles fonctionnent avec le machine learning. Donc, elles peuvent vous permettre de vous adapter plus facilement, on va dire, aux volumes qui sont très changeants en ce moment, et de paramétrer des campagnes donc en fonction d'un objectif de rentabilité ou d'un objectif voilà, de vente ou même de lead, et pas forcément en fonction d'un enchère au CPC manuel que vous auriez mis, ou d'un budget simplement à dépenser. Car ce qu'on a pu voir, c'est que il y avait aussi des clics, mais sans vente en ce moment, ou alors beaucoup de ventes et du coup des budgets qui étaient limités, et donc des opportunités qui sont manquées. Donc l'objectif de ces stratégies intelligentes, ça va être ça, de se baser sur le machine learning pour éviter de louper des opportunités de vente qui correspondraient au niveau de rentabilité souhaité. Donc première chose avec ce genre de campagne, ça va être d'abord de définir l'objectif. Même avec ce type de campagne, il va falloir avoir des objectifs, on va dire, chiffrés, et encore plus avec ce type de campagne, parce que quand vous paramétrez une campagne intelligente, vous allez devoir rentrer un objectif précis et chiffré, soit en termes de ROAS, donc par exemple 1000%, vous voulez une rentabilité de 10 par rapport, donc pour $1 investi, $10 générés, ou alors des objectifs de CPA, donc de coût par acquisition, coût par vente ou coût par lead, mais il va vous falloir le définir pour chaque campagne que vous aurez créée dans Google. Donc c'est important d'avoir des objectifs très chiffrés et surtout réalistes par rapport à la période. Parce qu'un CPA qui sera fixé trop bas ou un ROAS trop haut, vous aurez quasiment aucune diffusion. Et à l'inverse, un ROAS trop bas et un CPA trop élevé, vous aurez des campagnes qui ne seront pas assez rentables à votre coût. Donc avec la situation actuelle, cette période post-Covid, on peut avoir des résultats qui sont très différents de ceux observés avant la crise. Et donc, il va falloir analyser et comparer les éléments actuels semaine après semaine pour pouvoir être pertinent. En plus, à noter, mais on verra plus tard comment faire cela, ce sera dans l'acte 2 ou 3. Donc en plus, à noter pour ces stratégies, ce sera le temps d'apprentissage qui est nécessaire, qui peut aller de plusieurs jours à plusieurs semaines. Donc ce sont des stratégies qui fonctionnent au machine learning. Donc des stratégies qui vont nécessiter du temps pour que l'algorithme apprenne
diffuse, il va collecter de la data et donc pour ça, plus il y aura de données, plus il y aura de budget dépensé, plus il y aura de conversions qui se passent et plus il apprend vite et plus les campagnes seront performantes et stables, j'ai envie de dire. Parce que c'est un peu le problème souvent qu'on a avec les stratégies intelligentes, c'est que souvent on les juge négativement parce qu'elles ne sont pas assez stables. Et en fait, quand on a des campagnes qui tournent assez longtemps et qui tournent avec assez de volume, ça va être intéressant enfin, elles vont permettre, ça va leur permettre d'avoir une certaine stabilité et d'être très performantes. Donc, ce qu'il faut, c'est assez de données, assez de conversion, assez de budget pour qu'elles le soient. Et puis aussi, les concevoir d'une façon un peu différente de campagnes classiques. Ça va être des campagnes où on va se permettre d'acheter des mots-clés beaucoup plus larges, de cibler beaucoup plus large, pour que justement elles aient ce volume de données et qu'elles puissent par elles-mêmes, l'algorithme puisse par lui-même paramétrer, configurer sur quel type d'utilisateur, quel type de mots-clés il va aller s'afficher, diffuser. Donc première chose, définir un objectif réaliste. Ensuite, voici les 15 principaux objectifs qu'on recommande d'utiliser avec le machine learning, enfin les stratégies intelligentes. Donc elles tournent tous autour de la génération de conversion, lead ou vente, ou alors il y en a deux, on va dire, il y a deux types assez différentes. C'est celle dont l'objectif sera d'optimiser les enchères afin d'obtenir un maximum de conversion. Donc on va parler plus de volume. Mais il y aura aussi celles qui vont générer, l'objectif sera de générer un maximum de valeur de conversion. Donc, vous pouvez optimiser par exemple le panier moyen, faire en sorte qu'il aille plutôt qu'aller chercher le volume de conversion, qu'il aille chercher les valeurs de panier moyen les plus élevées. Donc ça peut être aussi intéressant en fonction de votre secteur. Ce qu'on utilise principalement, je vais en présenter deux, c'est le ROAS cible et le CPA cible. Maximiser les conversions, donc qui peut être intéressant, mais qui peut être très instable. Alors beaucoup moins sur le ROAS et le CPA cible qui, on va voir, est intéressant surtout parce que on peut l'activer directement sans vraiment avoir beaucoup de volume et il va vous permettre du coup de rapidement diffuser, même sur des mots-clés assez larges. Donc, petit conseil, bien sélectionner quand vous paramétrez votre campagne, bien sélectionner les conversions pour lesquelles vous souhaitez que la campagne soit optimisée. C'est-à-dire que dans un compte Google Ads, vous pouvez importer différents objectifs. Ça peut être qui proviennent, soit vous avez intégré des tags sur votre site, par exemple un tag de suivi des conversions et un tag, imaginons, lead, enfin de prospect sur votre formulaire de contact ou sur l'inscription à la newsletter. Donc, vous pouvez avoir importé différents objectifs aussi de Google Analytics. Mais lorsque vous optimisez une de vos campagnes dites intelligentes, c'est pertinent de lui dire si c'est uniquement les ventes pour lesquelles vous souhaitez qu'elles soient optimisées, et bien de lui indiquer via les paramètres de la campagne. Donc il y a, je vous ai mis ici, dans les paramètres de la campagne, l'endroit où vous pouvez configurer. Donc vous n'avez plus qu'à sélectionner des actions de conversion et sélectionner celle précisément pour laquelle vous souhaitez créer optimiser votre campagne. Donc premier exemple, le ROAS cible avec Google Shopping. Donc pour vous présenter le ROAS cible, je parle aussi de Google Shopping parce que les deux ensemble me semblent très pertinents. Surtout, c'est idéal pour le e-commerce, hein, surtout, même exclusivement puisqu'il faut avoir un flux produit. Donc ça permet une large diffusion sans mots-clés. Donc assez rapidement, vous pouvez être présent dans les moteurs de recherche. Et sur on va dire, des requêtes assez ciblées et on a souvent des fortes chances de conversion puisque c'est beaucoup de requêtes assez longue traîne ou beaucoup de requêtes produits. Et puis l'internaute, c'est le principe de Google Shopping, l'utilisateur va voir
l'image du produit avec un prix va se rendre directement sur une page assez profonde du site puisque c'est une page produit, et donc les chances de conversion sont plus élevées qu'une annonce search classique. De plus, la facilité quand même de mettre en place Google Shopping maintenant avec certains sites, vous pouvez installer des modules, exporter le catalogue, envoyer vers Merchant Center. Donc il y a une partie paramétrage qui peut être assez complexe, enfin qui peut être un peu longue, mais une fois que c'est en place, la diffusion se fait sans mots-clés, vous n'avez pas à sélectionner de mots-clés, simplement mettre des mots-clés à exclure si sur certains vous jugez non pertinents. Mais quand il s'agit d'une stratégie au ROS cible, normalement, l'algorithme par lui-même va optimiser ce genre de choses. Donc, optimiser les produits, les références produits sur lesquels vous allez être présent, optimiser les appareils sur lesquels vous allez être présent, optimiser aussi vos enchères, parce que c'est pas simplement, il va pas décider d'arrêter le mobile parce que la diffusion sur mobile parce que vous n'êtes pas pertinent, parce que vous avez un faible taux de transfo sur mobile, mais il va dire que si le taux de transfo est 2 fois moins élevé sur mobile, il va peut-être réduire de 50% automatiquement les enchères, dans l'objectif de garder le ROS cible que vous aurez paramétré. Donc, au niveau de votre campagne, vous créez une campagne shopping, dite Smart Shopping. Vous pouvez rentrer un ROAS, donc qui se traduit en pourcentage, là. Donc, ça va être, par exemple, 1000%, pardon, pour avoir un ROAS de 10, c'est-à-dire 1 euro investi, 10 euros générés. Et à partir de là, il va optimiser tout ce que je vous ai dit en termes de diffusion pour respecter ce ROS. C'est hyper intéressant justement pour rater aucune opportunité, comme je disais, et puis pour laisser l'algorithme du coup juger par lui-même si aujourd'hui il y a plus de volume d'impression et que il va aller chercher ces ventes-là, il va aller chercher peut-être augmenter les enchères alors que vous, manuellement, vous n'auriez pas eu le temps dans la gestion de le faire. Ou alors pour tel ou tel ref, un concurrent sera présent, donc les CPC vont augmenter, il va le faire, ou voir qu'il y a de plus en plus d'opportunités sur tel ou tel appareil. Donc voilà, c'est à ce niveau-là que c'est intéressant pour le temps de gestion et la large diffusion que va offrir le Google Shopping associé au ROAS cible. Autre exemple, le CPA cible. Donc là, ça peut être valable en e-commerce, mais aussi en lead gen. Enfin, ce qu'il faut, c'est avoir un objectif de conversion quand même, puisqu'on définit un CPA. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le ROAS cible, une des limites, c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup de volume de conversion pour que ça soit stable. Et puis, il ne sera pas accessible tout de suite. C'est-à-dire que si vous créez une campagne aujourd'hui, et que l'historique de performance est à 0, vous n'avez enregistré aucune conversion, aucun clic, etc. Google ne vous permettra pas de lancer tout de suite votre campagne au ROAS cible. Pour une campagne search, on va dire classique, vous la lancez, vous n'aurez pas la possibilité de lancer le ROAS cible. Donc, il faudra, ce qui peut être intéressant, c'est de commencer par du CPA cible. Vous définissez pour une catégorie de produits, imaginons que vous vendiez une certaine marque de chaussures, vous pouvez décider pour que cette marque de chaussures dont le panier moyen est de 80 €, vous êtes prêt à payer 10% en publicité pour obtenir une vente. Vous pouvez indiquer un CPA cible de 8 € pour cette campagne marque de chaussures. Et donc ensuite, Google va automatiquement définir vos enchères, définir pas les mots-clés, donc c'est vous qui allez quand même lui donner la liste de mots-clés, mais va définir les enchères, le type d'utilisateur, le type, peut-être une stratégie de, un calendrier de diffusion, et optimiser les enchères en fonction de tous ces critères. Et donc ça vous permet de lancer plus rapidement une campagne, de gagner du temps, et aussi d'obtenir une plus large diffusion, parce que là où si vous gériez votre campagne au CPC manuel classique,
Vous alliez peut-être essayer de cibler très précisément les mots-clés en mettant des correspondances exactes, en essayant de présélectionner, en fait, de faire une présélection de mots-clés assez restreinte pour éviter justement des clics inutiles. Là, avec les enchères automatiques, ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir mettre des mots-clés très larges. Par exemple, si imaginons que ce soit les chaussures Nike, cette campagne dont on parle, vous pouvez vous permettre d'acheter le mot-clé chaussures Nike en large et lui-même fera la sélection des mots-clés, des requêtes qui sont pertinentes ou non en fonction du CPA que vous avez défini. Donc le CPA cible, quand vous paramétrez une campagne au CPA cible, il se traduit par un montant en euros qu'il va falloir mettre au niveau de votre campagne. Donc ça peut être 8 euros pour générer une vente, par exemple, mais ça peut être en lead gen, 10 euros ou 20 euros pour générer un formulaire, une inscription de formulaire, ou plus. Donc, deuxième point dont je voulais parler pour créer une campagne performante en ce moment, donc ça serait d'arriver à identifier les opportunités de trafic. Donc, pour arriver à définir son objectif, comme on disait assez précisément dans le contexte actuel, il faut arriver d'abord à identifier quelles sont les opportunités de trafic, et je dirais même plus de conversion. Donc, tout d'abord, ce qu'on préconise, c'est de vérifier les volumes de conversion dans votre secteur. Donc, pour répondre aux évolutions, réussir à définir l'objectif pour cette nouvelle période, il faut vérifier les tendances actuelles. Plusieurs choses peuvent vous permettre d'arriver à ça. Si vos campagnes sont toujours en cours, c'est d'analyser les data SIA de vos campagnes en cours. Vérifier que vous obtenez de bons volumes de conversion, qu'elles sont similaires ou ISO, qu'ils soient ISO à N-1 ou ISO à la période, on va dire, pré-confinement. Si vos campagnes sont plus actives actuellement, que vous allez les stopper pendant le confinement, vérifiez avant la période confinement quels étaient les résultats ou quels étaient les résultats en N-1. Ça va vous permettre déjà d'avoir une première idée et donc de pouvoir définir ces objectifs pour vos campagnes en stratégie intelligente. Après, vous pouvez, si jamais vous avez aucun compte SIA en cours, aucune diffusion, que ce soit l'an dernier ou avant le confinement, vous pouvez comparer, vous pouvez analyser vos data SEO, comparer comment se comporte le search, mais en SEO, comment se comporte la marque, si vous avez enregistré du trafic, des ventes en SEO, si sur la marque, vos mots-clés marques, vous avez généré des ventes, quel est le taux de transfo, quel est le CPA, est-ce que en ce moment ça se comporte mieux qu'avant le confinement, est-ce que ça se comporte mieux ou moins bien qu'en N-1, voilà. Et aussi, est-ce qu'il y a des produits ou des pages spécifiquement qui génèrent du trafic, plus de trafic qu'habituellement, ou qui génèrent les ventes, les leads actuellement? Ça va vous permettre aussi de décider quoi réactiver, quel produit réactiver en priorité, quel produit il faut absolument pas, on voit qu'il y a du potentiel et donc il faut absolument, sur lequel il faut absolument être présent ici. Donc, pour rester informé, vous avez des outils aussi qui vous permettent de rester informé du marché, des tendances du marché. Par exemple, Google Trends. Google Trends, c'est un outil qui permet de voir les volumes de recherche et la nature des requêtes qui sont réalisées sur Google. Pendant le confinement, depuis la période Covid, ils ont quand même créé un hub spécifique pour revoir les tendances liées à la crise du coronavirus. Donc, c'est-à-dire voir comment ça s'est impacté, comment le coronavirus a impacté les tendances de recherche, sur quel secteur, des tendances par secteur. Donc, c'est très intéressant. Et au-delà de ça, vous pouvez aussi, grâce à d'autres outils comme Google Ads, directement dans Google Ads, vous pouvez aussi analyser vos concurrents. Donc Google peut vous sortir des analyses d'enchères, Google Ads, et voir quels concurrents communiquent actuellement, si vous avez une bonne présence en ligne par rapport à eux, comparer votre présence.
Et il y a d'autres outils comme SEMrush, par exemple, pour aller plus loin, qui peuvent vous permettre de voir quelles sont les annonces que diffusent vos concurrents actuellement. Qu'est-ce qu'ils mettent en avant comme argument? Qu'est-ce qu'ils diffusent? Est-ce qu'ils diffusent des offres commerciales actuellement? Donc vous pouvez bien sûr aller sur le site, mais vous pouvez aussi voir s'ils les diffusent via le search. On a fait, par rapport à la première partie, on a fait un reboot spécial. Loïc Lamoureux a fait un reboot spécial consacré uniquement à la partie bien choisir ses mots-clés, où il va vous parler un peu plus de Google Trends, de ses outils aussi pour sélectionner des mots-clés qui pourront être utiles en SEO, mais qui pourront être utiles aussi en SEO. Autre élément pour juger aussi, pour voir les tendances actuelles. Et puis, la période du Covid, la période de confinement, ça a peut-être généré aussi des opportunités. Vous avez peut-être généré des audiences qualifiées pendant la période de confinement. Même si ça s'est pas traduit en vente, vous avez reçu sûrement des visites sur votre site. Ou alors vous avez peut-être mis en place, si par exemple vous êtes un site e-commerce et que vous n'avez pas proposé la vente parce que la livraison vous n'assuriez plus la livraison pendant le confinement, ou pour d'autres raisons, vous avez une autre activité et vous avez mis plutôt en place des formulaires. L'activité a cessé, mais vous avez mis en place des formulaires, vous avez mis en place des actions qui vous ont permis de collecter des leads, des prospects. Vous pouvez utiliser tous ces éléments-là pour du reciblage, c'est-à-dire que ces internautes-là qui ont montré de l'intérêt pour votre marque pendant le confinement, ce serait intéressant de garder le contact et de les recibler via le retargeting AdWords, donc que ça soit du search en retargeting, que ça soit via d'autres réseaux, le réseau display par exemple, vous pouvez faire des bannières, et donc qui vont vous permettre de garder le contact ou de recibler pour leur proposer, maintenant que la période de confinement est terminée, d'acheter sur votre site. Vous pouvez donc lister les bases de données. Si vous avez des bases de données, les intégrer, les uploader dans Google. Si vous avez eu des visiteurs sur votre site et que vous avez par exemple Google Analytics, vous pouvez créer des audiences via Google Analytics que vous allez pouvoir exploiter ensuite dans Google Ads. Ou alors si vous avez carrément le cas de tags, le tag remarketing de Google Ads, il va vous permettre de créer aussi des audiences qui seront exploitables en search et sur d'autres réseaux Google. Acte 3, donc troisième point, il s'agirait de multiplier les points de contact. Donc multiplier les points de contact pour justement arriver à reprendre l'activité. Donc au cours des dernières semaines, les études rapportent qu'il y a eu une utilisation accrue d'Internet durant le confinement de environ plus 50%. Donc ça, c'était pendant le confinement. Plus tôt, je vous ai dit que ces 50%, ça se traduisait pas forcément par des annonces en search qui augmentent. Donc l'utilisation d'Internet a augmenté, mais c'est pas forcément pour faire des requêtes sur Google que Internet a été utilisé. Donc désormais, à l'heure actuelle, le confinement est terminé, mais le télétravail est encore bien répandu. Donc l'utilisation d'Internet est encore plus forte que N-1. Comment faire du coup si sur votre secteur vous ressentez pas de hausse de clics ou de transfo suite au déconfinement? Est-ce qu'il n'y a pas des opportunités qui sont possibles en dehors du search, et donc je voulais montrer que c'était possible. C'était possible parce que Google Ads, via la régie Google Ads toujours, c'est pas simplement du lien sponsorisé. Vous pouvez bien sûr faire du réseau de recherche uniquement, vous pouvez aussi faire du display, donc c'est-à-dire des bannières textuelles ou graphiques, et vous pouvez associer les deux également, ce qu'on fait assez rarement. Vous pouvez sinon faire des campagnes shopping. Vous pouvez aussi faire de la vidéo ou si vous avez une application, faire de la promotion d'application. Par exemple, qu'est-ce qu'on a observé sur ces autres réseaux pendant le confinement? On a observé que bien que les requêtes sur le réseau de recherche étaient stables, il y avait plus 13% de trafic sur le réseau display de Google.
il y avait plus 21% de vues sur YouTube. Donc, comment faire si sur votre secteur le search était pas très utilisé en ce moment-là? Et ben, comment faire pour garder contact avec vos clients ou même à l'heure actuelle? Ça serait intéressant d'exploiter tout simplement ces réseaux. Et alors, les exploiter, certes, ça se traduira différemment qu'en search avec des annonces textuelles, mais ça vous permettra quand même de continuer l'activité et de garder ce contact avec vos potentiels clients. Et s'ils ne transforment pas directement, parce que bien sûr, il y aura des performances qui seront différentes qu'en search, en tout cas, on gardait le contact, ça sera peut-être ça se traduira peut-être par une augmentation des requêtes marques à court terme ou des transfos, des conversions dans quelques semaines ou dans quelques mois. Lorsque la situation sera plus favorable, on va dire, soit économiquement, soit plus stable pour pour l'activité en général. Donc, avec le réseau display de Google, vous pouvez créer des bannières statiques ou simplement quelques images clés pour créer il vous suffira quelques images clés pour créer des annonces publicitaires responsives et quelques lignes de texte. Sinon, avec du YouTube, donc Google permet de créer des campagnes, ce qu'on appelle YouTube Ads, donc de lancer des campagnes vidéo. Vous pouvez avec ça recibler des visiteurs de votre site ou des audiences similaires à votre top d'acheteurs. Ça, c'est des choses que on a testées et qui fonctionnent. Et donc qui à terme transformeront peut-être en requête marque. Et autres réseaux, donc là j'ai pas de données il n'y a pas d'études sur l'augmentation du trafic sur Gmail spécifiquement, mais en tout cas à savoir, il y a aussi la possibilité de lancer des campagnes, ce qu'on appelle GSP, donc des Gmail Sponsored Promotions. Donc c'est des annonces format email qui sont directement dans Gmail, donc ça se transforme par des petites bannières qui ont dans votre boîte de réception Gmail. Et au clic ouvre un email qui est un petit email, une image ou carrément un contenu, on va dire, HTML que vous pouvez intégrer dans la plateforme. Et donc ça, c'est idéal pour cibler une base de données, par exemple, si vous avez une base de données à exploiter, ou de prospects potentiels, par exemple. Ou alors, vous pouvez cibler aussi par nom de domaine. Donc des personnes qui reçoivent des emails qui proviennent d'un nom de domaine de vos concurrents, donc vous pouvez cibler, ou des acheteurs de produits spécifiques, c'est-à-dire que vous pouvez cibler des audiences qui achètent régulièrement des produits pour de telle ou telle catégorie. Et ça vous permettra du coup d'être assez pertinent. Autre moyen de multiplier les points de contact, tout simplement, ça va être de lancer des campagnes search, les mêmes campagnes que vous avez sur Google, mais sur Bing. Ça va vous permettre de gagner un petit peu en volume. Alors oui, les volumes sont beaucoup plus faibles que sur Google, mais souvent on voit que c'est assez rentable. Les CPC sont généralement moins chers parce qu'il y a moins de concurrents. Et surtout, la mise en place est très rapide. Il y a un simple import depuis Google Ads. Une fois que votre compte Bing est créé, vous pouvez importer en quelques clics toutes vos campagnes Google, enfin toutes les campagnes search, parce que tous les réseaux, par exemple de display, etc., c'est pas accessible sur Bing, mais toutes vos campagnes search sont possibles d'être importées, c'est possible de les importer sur Bing. Après, par contre, en fonction des résultats, ça peut être intéressant d'optimiser les comptes un peu différemment. Si vous avez de meilleurs résultats sur telle ou telle requête, ça peut changer en fonction de Bing à Google. Vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats et du coup, pas forcément la même optimisation, mais en tout cas, à lancer rapidement et facilement, Bing peut être une opportunité. Quatrième point, afin d'être pertinent, on va dire efficace durant cette période post-confinement, c'est de mettre à jour le contenu de vos campagnes. Alors, un contrôle s'impose après le confinement, c'est vérifier, ça va être de vérifier le contenu de vos annonces. Est-ce que le contenu de vos annonces est toujours pertinent, d'actualité? Si vous relancez simplement vos campagnes qui étaient actives avant le confinement, est-ce que désormais les contenus des annonces est toujours vrai par rapport
à la situation actuelle. Livraison en 24 heures, ou même des infoproduits, ou même des infos, ou même vos extensions d'annonces. Est-ce que tout est toujours à jour et tout est toujours pertinent par rapport à la période actuelle? Ensuite, vérifier les mots-clés, les audiences. Vérifier les mots-clés parce que comme je vous disais, est-ce que vous voulez communiquer sur les mêmes produits et services, donc sur les mêmes mots-clés? Est-ce qu'il serait pas intéressant d'adapter vos enchères par rapport à la transformation actuelle? Parce que vous avez peut-être pas le même niveau de transformation, donc en fonction des audiences, vous allez peut-être vous revoir votre répartition, vos enchères par audience, ou vous revoir vos enchères par mots-clés. Un mot-clé qui ne se transforme pas de la même façon maintenant par rapport à avant le confinement, vous allez peut-être vouloir réduire vos enchères sur ces mots-clés-là. Donc on ne peut pas simplement relancer les campagnes comme elles étaient en période pré-confinement. Il est intéressant d'adapter pour que ça soit pertinent par rapport à la période actuelle. Et ensuite, point aussi extrêmement important aussi, c'est vérifier les zones géographiques. Parce qu'on a des clients qui diffusaient sur plusieurs pays, plusieurs zones, même au sein d'un même pays, où les performances étaient très différentes. Si par exemple vous relancez dans certains pays où le confinement est toujours d'actualité, les performances risquent d'être plus basses que ce que vous espérez. Donc attention aux performances en fonction du lieu. C'est intéressant de revoir toutes vos stratégies par zone géographique, stratégie d'enchères et toutes vos enchères par zone géographique. Et bien sûr, autre point important, ça va être de mettre en avant les promos du moment. Donc si vous en avez, et on voit que beaucoup d'annonceurs ont décidé de reprendre l'activité, et ça passe par aussi de rattraper, on va dire, ce qui a été perdu pendant le confinement en mettant en avant des promos. Donc il y a beaucoup de promotions en cours en ce moment. Et donc ça va être important de bien les mettre en avant dans vos annonces, donc en rédigeant des annonces spécifiques en rapport avec la promotion, afin de gagner en taux de clic, mais aussi d'améliorer la transformation. Et donc il faut bien que sur les landing pages aussi, du coup, la promotion soit mise en avant. Vous pouvez mettre en avant aussi les promotions via des extensions d'annonces, que ça soit une extension de lien annexe où vous mettez en avant la promo et vous redirigez vers une page, par exemple, spécifique qui parle de la promo, ou alors une extension de promotion. Là, on peut en voir sur l'exemple que je vous ai mis de Nike en haut à droite. Donc, vous voyez, offre spéciale 30% de réduction sur tous les produits. Donc ça, voilà, c'est une annonce que j'ai prise il y a quelques jours. Et ça, c'est une extension de promotion. Donc vous pouvez intégrer comme ça un code promo et un petit wording qui parle de la promotion. Ça, c'est valable sur toutes vos extensions, sur toutes vos annonces en search. Et après, si on est sur du shopping, ce qui va être intéressant, c'est de le mettre en avant, vos promotions, comme je vous ai mis dans l'exemple, afin d'améliorer votre visibilité. Ça génère vraiment des taux de clics qui vont être supérieurs. C'est pas systématique. On n'a pas beaucoup d'annonceurs forcément qui le font, donc ça permet vraiment de se distinguer de la concurrence, de vous distinguer de la concurrence. Et pour ça, il faut s'inscrire à un programme pour avoir cette possibilité de créer des promotions depuis votre compte Mercant Center. Il faut s'inscrire au programme promotion des marchands. Donc c'est simplement un formulaire à remplir. On peut si jamais certains de nos clients sont là, m'écoutent, vous pouvez nous contacter pour qu'on le fasse. Normalement, on le fait systématiquement. Mais si auparavant vous n'aviez pas de promotion, c'est possible que ça soit pas le cas, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais en tout cas, la promotion des marchands, ce programme-là vous permettra de mettre en avant des promos et donc de gagner en performance sur Shopping. Se distinguer des concurrents, donc en point 5, donc comment se distinguer des concurrents à cette période de confinement, après cette période de confinement où justement ce qu'on se disait, c'est
ce qu'on vous constatez, c'est que beaucoup d'annonceurs ont repris l'activité et donc on a des CPC qui augmentent, on a sur certains secteurs, on a aussi une concurrence accrue et beaucoup de promotions en cours. Donc habituellement une annonce, voilà à quoi elle ressemble. On reprend la requête en titre 1, la requête qui est tapée, on a souvent les mêmes arguments qui vont être livraison rapide, 7 jours sur 7, livraison gratuite, voilà. Et on a un call to action. Ça, je mettrais presque un point d'interrogation parce que sur les exemples, normalement c'est un critère de base, mais bon, sur les exemples que j'ai trouvés, il n'y a pas de call to action. Mais normalement, un critère de base qu'on recommande, c'est de mettre un call to action. Ça va être découvrir nos offres, profiter de notre offre, profiter de la promo en cours. Acheter maintenant, voilà, ça c'est intéressant pour améliorer vos taux de clic. Mais si tout le monde le fait, si tout le monde, de plus en plus, on voit que ces bonnes pratiques, elles sont mises en place par énormément d'annonceurs. Donc c'est de plus en plus dur d'arriver à se distinguer des autres annonceurs. Donc à l'heure où le consommateur est exposé à 5000 messages par jour, voilà, comment réussir à sortir du lot. Donc bien sûr, la base, ça va être d'utiliser toutes les extensions d'annonces qui sont possibles. Donc là, je vous ai mis quelques exemples avec les extensions de prix, d'accroche, d'extrait de site, de liens annexes. Donc ça, ça permet de gagner en CTR, mais on voit que les annonceurs, vos concurrents aussi le mettent en place, car il y a beaucoup d'experts. Donc, voici quelques exemples pour arriver à se distinguer des concurrents. Donc, premier point, sur une requête de type chaussures filles taille 21, voilà, je vous ai mis un exemple qui paraît moins pertinent que le deuxième exemple en bas, en vert, qui me semble plus pertinent. Donc, qu'est-ce qu'on voit comme différence? On voit que pour la requête chaussures filles taille 21, d'abord, on a la pertinence. Dans le deuxième exemple, on a la pertinence. On reprend la requête. Ça, c'est un élément qui est parfois indispensable parce que pour avoir un bon quality score. Mais après, on utilise ce qu'on appelle un petit peu l'émotionnel, c'est-à-dire que on rappelle pas simplement des éléments comme boutique officielle, acheter. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir sur n'importe quel annonceur. On met en avant de l'émotionnel, on dit on est sur des chaussures pour filles, donc c'est sûrement une mère qui tape ça pour son enfant. Donc on va dans l'émotionnel en disant avec charme, on va parler de charme, on va parler de chaussures craquantes, confortables. Donc ça va être un parent qui va taper ça, donc on veut qu'il soit, il veut forcément, on part du postulat de base qu'il va vouloir quelque chose de sympa pour son enfant, donc on va pas lui rappeler des choses comme que c'est une boutique officielle ou qu'il peut acheter, que les retours sont, la livraison est gratuite. On va plutôt essayer de mettre en avant. Donc ça, c'est la base, hein, bien sûr qu'il faut le mettre, mais on va aussi essayer de se distinguer en mettant en avant d'autres éléments qui sont plus du côté émotionnel. Autre chose, rendre les annonces plus percutantes avec des données chiffrées. Donc l'utilisation des données chiffrées, c'est très important. Donc là, j'ai mis un exemple où on met un élément essentiel plutôt que de dire, c'est le seulement 30 minutes par jour. Avec cet élément-là, on peut vraiment se distinguer d'un concurrent, rendre percutante une annonce juste avec un élément qui est 30 minutes par jour. L'internaute, tout de suite, il va savoir que combien de temps ça va lui prendre. Enfin, c'est quelque chose qui se traduit très facilement pour un gain, pour un avantage par rapport à un concurrent qui va mettre un ventre plat, maigrissé, on est sur un gain pour le client qui est beaucoup plus rapide et quelque chose, un avantage qui se traduit en quelques mots et qui va permettre d'inciter au clic l'utilisateur. Formuler précisément le bénéfice client. Là, je vous mets deux exemples qui est une annonce assez similaire, pour un mot-clé qui est similaire, et où on a donc un premier concurrent
qui fait une annonce assez floue en termes d'économie pour le client, en termes d'avantages pour le client. Et le deuxième où c'est très chiffré, très clair, où on va mettre économiser tout de suite jusqu'à 15 000 €. Donc là, on a une économie chiffrée qui va être facilement visible par l'internaute. Et on lui rappelle que c'est gratuit et sans engagement. Donc tout de suite, ça c'est une annonce qui peut, en quelques mots, vous permettre de vous distinguer de vos concurrents. Autre élément qui peut être intéressant pour arriver à se distinguer, ça va être d'essayer de répondre dans vos annonces à des objections courantes liées à vos produits. Enfin, des freins à l'achat, en quelque sorte. De répondre aux freins directement dans l'annonce. Donc, premier exemple que je vous mets de la Matmut où voilà, ils me rappellent qu'ils ont un devis gratuit en ligne. Ça, c'est des choses dans ce genre de secteur qu'on voit énormément. Mais on a 0 information sur le prix. Et ça, c'est aussi des choses dans ce genre de secteur qu'on voit énormément. C'est-à-dire que les prix sont généralement flous, mais par contre les devis sont gratuits. Mais c'est aussi parce que c'est le genre d'activité où les prix peuvent être très différents en fonction de votre profil. En tout cas, AXA a réussi à se différencier en affichant un prix, même si c'est un prix de départ. Tout de suite, un prix de départ, ce prix-là peut inciter beaucoup plus au clic que l'annonce précédente. Et puis surtout, on met pas simplement que le devis est gratuit, on met plutôt en avant le temps nécessaire pour remplir le devis. Donc en 2 minutes pour remplir et recevoir le devis. Donc en 2 minutes, vous allez réussir à avoir votre devis. Donc ça, c'est un gain, comment dire, c'est un moyen de se différencier tout simplement de ses concurrents et un moyen de montrer à l'internaute ce qui vient souvent, ce que l'internaute aura comme objection, c'est que ça va être des formulaires très longs à remplir, des devis. Pour obtenir un devis, ça peut aussi prendre plusieurs jours, semaines. Et là, on lui précise qu'en quelques clics, ça va se faire. Donc, tout de suite, une personne, un utilisateur qui va avoir dans les moteurs de recherche ces 2 annonces, même si vous êtes en 2e position, ça peut vous permettre d'obtenir plus de clics que AXA pourra obtenir plus de clics que Matmut grâce à ce genre d'avantages qui sont mis en avant dans le contenu. Autre élément qui peut être intéressant, c'est de jouer sur la concurrence. Donc ça, c'est des annonces qui tournaient il y a quelques temps déjà, c'est plus d'actualité, mais on avait Flixbus c'est pour exemple Flixbus qui avait acheté le mot-clé Ouibus. Donc Ouibus qui était le concurrent de Flixbus. Et donc dans son annonce, il avait repris, c'est autorisé sur Google d'acheter le nom de marque d'un concurrent. Ouibus ou EasyLine pourrait acheter le mot-clé Flixbus et inversement. Et du coup, Flixbus avait acheté le mot-clé Ouibus et avait inscrit comme annonce de son texte « Oui au bus pas cher ». Donc ça permettait, en plus d'être pertinent, d'être pertinent pour Google, pour obtenir un CPC, un quality score intéressant. Ça lui permettait, en plus d'être présent sur ce mot-clé-là et de jouer par l'humour, d'arriver peut-être à obtenir quelques conversions, à piquer quelques parts de marché à Ouibus. Mais voilà, pour être présent sur ce genre de requête et être pertinent, il faut, on peut pas l'être avec une annonce classique. Il va falloir soit, comme ils l'ont fait, jouer sur l'humour, pas de grève chez EasyLine par exemple, ou alors jouer vraiment sur un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents sur lequel on achète le mot-clé. Donc les 5 points sont terminés. Quoi retenir par rapport à ces 5 points pour créer une campagne efficace en période de post-confinement? Ça serait tout d'abord de bien mettre à jour, vérifier ses opportunités en search,
c'est-à-dire aller utiliser les outils qui sont à notre disposition, qui sont mis à disposition par Google ou SEMrush aussi, pour voir quelles sont les opportunités de trafic. Analyser aussi votre site en termes de pages, de mots-clés, quels sont les taux de transfo par typologie de produit. Comme ça, vous allez pouvoir identifier les opportunités, mais par typologie de produit. Et puis ici, allez voir s'il n'y a pas des opportunités sur d'autres leviers que le search, qui sont présents aussi dans Google Ads, comme le display ou YouTube, et pas hésiter à se tourner vers ces leviers-là. Ensuite, deuxième point essentiel, ça va être de bien définir votre objectif. Bien définir votre objectif, donc par rapport à la période actuelle, qui peut être très différente de N-1 ou de la période de pré-confinement. Et donc, ne pas hésiter, dès que cela sera fait, d'hésiter de tester les stratégies intelligentes qui vont vous permettre d'aller chercher ces opportunités en fonction de vos objectifs actuels. Et pour cela, de manière, on va dire, assez simple. Assez simple dans le sens où il y a un gain de temps. Enfin, c'est assez rapide à lancer. Ce sont des campagnes qui vont être, avec ce genre de stratégie, qui vont être simples à lancer et rapides en termes de diffusion, qui vont être très rapidement diffusées sur les réseaux. Et ensuite, autre point essentiel, c'est de bien mettre à jour vos contenus en fonction de l'activité actuelle. Donc, mettez bien à jour vos contenus, que ce soit vos annonces, vos mots-clés, les zones géographiques que vous ciblez, mais n'hésitez pas à mettre en avant les offres commerciales que vous avez actuellement. Et à vous différencier en rédigeant des annonces qui vont être plus percutantes que les annonces de vos concurrents. Pour cela, n'hésitez pas à utiliser, comme je disais, SEMrush pour aller voir quelles annonces diffusent vos concurrents, quels arguments ils mettent en avant, et vous, derrière, vous pourrez ainsi vous adapter. Alors, deux choses avant de terminer cet enregistrement. Donc, tout d'abord, je souhaitais vous remercier pour vous être inscrit à ce programme Reboot et d'avoir participé à ce webinaire, donc créer une campagne Google efficace avec un budget contenu. Je vous remercie de votre attention et pour rappel, donc ce jeudi prochain, vous aurez un autre reboot, un autre webinaire sur Facebook Ads qui vous permettra d'apprendre à créer des campagnes Facebook efficaces. Et ensuite, vous pourrez retrouver tous les replays, bien sûr, Periscope, tous les replays des reboots et des webinaires sur notre chaîne YouTube.